On a tous en tête ces figures historiques un peu légendaires qui ont bâti des empires. Pas en inventant un nouveau produit, non, mais en prenant le contrôle de tout un secteur. Pensez au baron de l'acier, au roi du pétrole. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment cette même stratégie a été appliquée à un univers qu'on croyait franchement complètement à part, le monde du luxe. Alors, cette question, pourquoi posséder un sac à main quand on peut tous les posséder? Ça peut paraître un peu extrême, je sais. Mais en réalité, c'est l'idée même qui est au cœur d'une des stratégies de business les plus redoutables de notre temps. C'est vraiment ça qui résume l'ambition folle qui a complètement redessiné toute une industrie. Mais pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il faut faire un petit retour en arrière, se demander à quoi ressemblait le luxe avant tout ça. Parce que, croyez-moi, ça n'avait rien à voir avec le géant, le mastodonte que l'on connaît aujourd'hui. Avant Bernard Arnault, le luxe, c'était vraiment une mosaïque. Une galaxie de marques indépendantes. Imaginez plein de petites maisons prestigieuses, souvent des entreprises familiales, chacune avec son histoire, son identité, son héritage bien à elle. Elles étaient indépendantes, parfois elles se faisaient la concurrence, bien sûr, mais chacune vivait sa vie de son côté. Et d'ailleurs, le mot qu'on utilise, maison, il est super important. Ce n'est pas juste un synonyme pour entreprise, non, non. Ça évoque tout un monde. La tradition, l'héritage, un savoir-faire qui se transmet, parfois depuis des siècles. En fait, chaque maison était comme un petit royaume, avec son propre roi, ses propres règles. Alors, comment on est passé de ça à ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien, c'est là qu'entre en scène Bernard Arnault. Là où la plupart des gens voyaient juste un marché éclaté, lui, il a vu une opportunité absolument gigantesque. Il a mis au point une véritable méthode, un playbook, comme on dit, pour réunir tous ces petits royaumes. Et sa formule, au fond, elle est presque simple, mais d'une efficacité redoutable. Étape 1, on repère une maison qui a une histoire incroyable, un vrai patrimoine, mais qui dort un peu sur ses lauriers. Étape 2, on rentre au capital, on achète des parts, souvent sans faire trop de bruit. Étape 3, on prend le contrôle. Et enfin, étape 4, et c'est peut-être la plus décisive, on revitalise tout ça. On injecte de l'argent, on modernise l'image, et surtout, on passe à l'échelle mondiale. Bon, on a la méthode. Mais le résultat, concrètement, après des décennies à appliquer cette même formule encore et encore, eh bien, c'est la création d'un véritable empire moderne. Un empire qui a complètement changé les règles du jeu dans le luxe. Et ce résultat, il tient en un seul chiffre. Un chiffre qui donne le vertige, plus de 75. Ce n'est pas juste un nombre, c'est le nombre de ces maisons prestigieuses, de ces anciens petits royaumes qui se retrouvent aujourd'hui sous un seul et même toit, celui de LVMH. Et attention, cet empire n'est pas juste immense, il est aussi incroyablement diversifié. Ça va dans tous les sens. Bien sûr, il y a la mode et la maroquinerie, ça c'est le cœur de la machine. Mais ça s'étend aussi aux vins et spiritueux, aux parfums et cosmétiques, et bien sûr aux montres et à la joaillerie. Ils sont partout. Pour que ça devienne bien concret, il suffit de citer quelques noms. Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co, Sephora, Hennessy, Tag Heuer, Bulgari. On ne parle pas juste de marques là, on parle de véritables monuments, d'icônes culturelles connues dans le monde entier. Et c'est ça la vraie force du groupe LVMH. Sa puissance, c'est la somme des puissances de chacune de ces maisons. Ce qui nous ramène à notre point de départ, cette comparaison avec les grands capitaines d'industrie d'autrefois. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on peut vraiment voir Bernard Arnault comme une sorte de Rockefeller des temps modernes? Eh bien regardez, le parallèle il est assez frappant. D'un côté, on a Rockefeller qui a unifié une industrie du pétrole complètement éclatée pour créer ce qu'on appelait un trust, une entité ultra dominante. De l'autre, on a Arnault qui a fait exactement la même chose mais avec des marques de luxe pour créer un conglomérat. La stratégie de base, consolider un secteur est au fond quasiment identique. Et c'est vraiment ça l'idée centrale à retenir. C'est l'histoire d'un homme qui, en appliquant une stratégie vieille comme le capitalisme, a réussi à assembler des dizaines de marques indépendantes pour créer un trust du luxe des temps modernes. Un seul et même groupe qui aujourd'hui définit les règles, les tendances, bref, qui donne le ton pour toute la planète. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse en fait. Qu'est-ce qui se passe quand un seul et même empire se met à définir ce qu'est le luxe pour le monde entier? Est-ce que c'est une bonne chose, qui protège et fait grandir des savoir-faire uniques, ou est-ce qu'il y a un risque, le risque de tout uniformiser, d'étouffer un peu la créativité? C'est une question qui va bien au-delà de l'économie et qui touche finalement à la culture.